Donc bonjour à tous. Donc on va parler prééclampsie non sévère. Donc le non sévère est important puisque comme vous le savez, il y a eu des recommandations qui ont été faites conjointement avec l'ASFAR sur la prééclampsie sévère qui date maintenant de 2 ans. Et à l'époque, il avait été fait le choix de ne pas traiter les problématiques de la prééclampsie non sévère, qui sont certes des problématiques un petit peu spécifiques. Et donc, il était planifié de travailler justement sur cette spécificité, ce que nous avons fait l'année dernière, avec donc tout le groupe qui est sur cette slide. Et encore une fois, je voudrais vraiment remercier l'ensemble des experts qui ont fait un énorme travail, extrêmement fouillé, extrêmement pointu, de grande qualité, et qui nous ont permis voilà, d'aboutir à ces recommandations. Et encore une fois, les échanges ont été très très fructueux, certes engagés, mais très fructueux et toujours dans un excellent esprit qui nous a permis voilà, d'aboutir à ces recommandations. Alors pourquoi ces recommandations ? Parce que d'abord la prééclampsie c'est un sujet fréquent, 2 à 5%, on verra l'incidence exacte dans les topos suivants. Il y a eu ces recommandations dont on a parlé en 2009, SFAR, CNGOV, qui étaient globales, pas que sur la prééclampsie sévère. Là, on a abordé la prééclampsie non sévère, donc. Et puis, surtout, depuis 2009, il y a une littérature très abondante qui a été publiée depuis, en particulier sur des problématiques de définition de la prééclampsie, en particulier sur des indications de l'aspirine, limite savoir s'il est pertinent d'avoir une indication d'aspirine de façon universelle, et puis sur la place des marqueurs angiogéniques dans le dépistage, mais aussi dans le suivi des patientes à risque et des patientes ayant une prééclampsie. Donc en fait, on avait proposé, donc avec Marie-Victoire et avec Thomas, ce sujet au conseil scientifique du CNGOF, qui a été validé par le bureau et le conseil d'administration. On a constitué donc un groupe de travail. Comme vous voyez, on fait très attention à la répartition hommes-femmes, à la répartition Île-de-France, province, pour essayer d'éviter des problématiques d'école. Et puis surtout, on a eu la chance d'avoir Céline Calimiri, qui est une représentante des usagers, dont vous verrez le topo en fin de matinée avec Paul Berweiler, qui là aussi nous a beaucoup aidé, non seulement dans nos problématiques et dans nos questions, mais aussi dans l'élaboration de feuilles d'information. Et donc, c'était un vrai plus et on était très heureux de cette collaboration. Alors, la méthodologie, rapidement, vous savez qu'elle a évolué. Avant, on faisait des textes, on va dire, un peu pléthoriques. On essayait de répondre à la moindre petite question que se posait, qu'on pouvait se poser ou que les praticiens pouvaient se poser au quotidien. Et ça créait finalement un nombre de recommandations ou de préconisations de 100, voire 150 parfois lors d'une RPC. Et très souvent d'ailleurs, c'était avec un accord professionnel. Et très souvent, finalement, on oubliait les préconisations qui nous semblaient importantes. Donc, avec nos collègues gynécologues, on a souhaité évoluer sur la méthodologie et donc adapter la méthodologie GRADE avec EGRI. Et donc, en fait, on émet des questions en amont, avant de commencer, des questions qu'on appelle PICO, donc sur un sujet sur quel type de population, quel type d'intervention, quel type de comparaison et quel type d'outcome. Et ce sujet doit être préspécifié et pas a posteriori, une fois qu'on a fait toute la littérature. Et dans les outcomes, ils sont là aussi prédéfinis et classés en fonction s'ils sont cruciaux, importants et pas importants. Et c'est là en particulier que la collaboration avec les usagers est extrêmement importante, parce que des critères qui pourraient parfois ne pas paraître très importants pour un praticien peut l'être particulièrement pour les patientes. Donc, voilà comment les résultats sont redistribués. Et vous voyez qu'il y a des tableaux. Et donc, je vous incite à aller voir les tableaux quand les textes seront publiés. C'est en cours de publication, puisque sur un sujet donné, vous allez avoir toutes les études classées, nombre de patients, type d'études, les outcomes, les comparaisons, le niveau de preuve. Et donc, ça vous permet, en un coup d'œil, d'avoir toutes les données, plutôt que d'avoir les textes où on disait une étude en 1998, dans quel type de population, etc. Et donc là, vous avez tout en un seul clic, en un seul coup d'œil, même si parfois ça ne fait pas très digeste.
En fait, je vous incite à aller voir, pour ceux qui se posent des questions ou qui veulent émettre d'ailleurs des questions de recherche, allez voir ces tableaux. Et donc, on a même essayé, avec Jean-Luc Brun et nos collègues gynécologues, d'avoir une homogénéisation de la formulation et des tableaux. Et vous voyez que donc, dans notre preuve, il y a une décote et une surcote. Et donc, on s'est mis d'accord sur comment évaluer la décote et la surcote, parce que malheureusement, en fait, autrefois, avec l'HAS, quand vous aviez un essai randomisé, eh bien, s'il était randomisé, on était obligé de dire un niveau de preuve 2, même si l'essai était pourri, de chez pourri, de chez pourri, et de pas très propre. Et donc là, et quand vous aviez une étude observationnelle, même si c'était la plus belle étude observationnelle, c'était aussi un niveau de preuve 2, et évidemment, le niveau de preuve n'est pas pareil. Donc, c'est juste un exemple très rapide pour vous dire qu'aujourd'hui, grâce à cette façon de faire, on peut décoter et coter. Donc, l'intérêt, c'est que aussi, ça évite d'avoir au sein d'un groupe de travail quelqu'un qui affirme des convictions fortes, puisque là, on est vraiment basé sur la littérature, uniquement sur la littérature, et je pense qu'Édouard Le Carpentier ne va pas dire le contraire. Mais non, en fait, c'est complètement faux, ça ne change rien, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Quand ça ne va pas dans l'autre sens, on dit, allez, une petite décote en plus, une petite surcote en moins, mais en fait, malheureusement, on a beau faire et essayer d'améliorer la méthodologie des RPC, eh bien, il y a toujours une part évidemment subjective d'interprétation des essais dans un contexte en plus de soins qui est souvent très différent d'un pays à l'autre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au sein de différents pays, avec la même littérature et les mêmes compétences d'analyse de la littérature, vous pouvez avoir des recommandations, des préconisations qui sont complètement divergentes. Il n'y a pas un pays qui a exactement les mêmes recommandations qu'un autre. Et c'est pour cette raison, et même si ça vous paraît un peu bizarre, et même si c'est des recommandations, eh bien, comme on savait sur la prééclampsie que potentiellement on allait faire des choix qui sont très divergents, en particulier avec les choix faits par nos collègues anglo-saxons, on a souhaité, puisque c'est une interprétation, on a souhaité faire un Delphi, c'est-à-dire lorsqu'on soumet nos travaux à des experts qui notent et le faire avec est-ce que vous êtes d'accord avec opposition, indécision, accord et accord fort, et pour que ça soit accepté, il fallait que la médiane soit supérieure à 7, il fallait qu'il y ait au premier tour plus de 75% entre 7, 8 et 9. Et c'est très important parce que si on va prendre un seul exemple, qui nous avait beaucoup, on avait beaucoup discuté sur les corticoïdes en 2016 ou 2017, il y avait un énorme essai randomisé qui avait montré dans New England que quand vous faisiez des corticoïdes entre 34 et 36 semaines, vous avez une diminution finalement de la morbidité respiratoire, mais au prix d'avoir plus d'hypoglycémie, et il n'y avait pas de données à long terme. Et donc, à l'époque, malgré cet essai du New England, et malgré qu'on savait que les recommandations américaines et anglaises allaient de dire qu'il fallait faire des corticoïdes entre 34 et 36, nous avions fait le choix de ne pas recommander à l'encontre de cet essai. Et vous voyez que si c'est une interprétation, puisque l'essai est très bien fait, après le critère du jugement, on peut toujours discuter, mais New England, un superbe essai sur le plan méthodologique, et alors que cet essai existait, nous avons fait le choix de se positionner contre. Et des années après, en fait, les Américains sont en train de s'en mordre les doigts, puisqu'ils s'aperçoivent qu'ils ont exposé beaucoup trop d'enfants, finalement, à terme, à des corticoïdes, avec des problématiques d'inconnus à long terme sur les corticoïdes, voire même plutôt de risque de problématiques de neurodéveloppement. Et donc, justement, d'ailleurs, avec Thomas et Marie-Victoire, on a critiqué un certain nombre de papiers, on a fait des lettres dans des journaux assez prestigieux pour dire, eh bien oui, comme c'était attendu, nous avions fait le choix très tôt en France de ne pas exposer les enfants à des corticoïdes et à suivre le résultat de cet essai. Donc c'est forcément toujours une interprétation, contrairement à ce qu'on peut croire en disant « Ah non, non, non c'est sûr, c'est un niveau de preuve 1. » Non, non, c'est une interprétation de la littérature existante. Donc, on a fait un Delphi, parce qu'on ne voulait pas que ça soit au sein du groupe de travail, quelle que soit la qualité des experts, qu'on décide pour la France entière comment on devait utiliser de l'aspirine, quelle devait être la définition de la préclampsie ou les marqueurs angiogéniques, entre autres, qui étaient les problématiques, finalement, les sujets les plus un petit peu touchy. Et donc, pour avoir finalement, au premier tour, s'il y avait plus de 75% d'accord, avec une médiane supérieure à 7, la recommandation était validée. Et si jamais on n'était pas dans cette situation-là, il y avait un second tour qui était fait, et là aussi on était dans la même situation, c'était que dans le second tour, les recommandations qui n'avaient pas été validées, qui étaient de nouveau notées, envoyées au même groupe qui avait répondu,
et donc ce Delphi était de façon indépendante. Alors là aussi, on dit, ouais, c'est super le Delphi, génial. Comme ça fait vraiment homogène, c'est vachement propre. Vous voyez, on essaye d'être propre. Hein. Mais entre nous, moi, je sais très bien à qui envoyer les recommandations pour que mes recommandations soient validées. Il suffit de les envoyer à des gens qui pensent comme vous. Ça, c'est très simple. Donc, vous sélectionnez, et ça, il n'y a pas de comment de faire, les relecteurs extérieurs, et vous faites en sorte qu'en en fait, ils pensent comme vous. Alors, évidemment, ce n'est pas ce qu'on a fait. Et on a envoyé, par exemple, nos recommandations à des nephrologues, à des cardiologues, et ça, on était sûr qu'ils n'avaient pas pensé comme nous, et ça n'a pas loupé. Mais vous voyez que si, pour les courbes OMS ou Intergross, sans rentrer dans le débat, vous voulez faire un Delphi, moi, je sais à qui envoyer à choisir les relecteurs pour faire en sorte que ça passe par rapport à ce qu'on pense. Donc, le Delphi, c'est bien, mais malheureusement, ce n'est pas la panacée. Et en tout cas, on a fait attention à justement que le panel des experts, des relecteurs sélectionnés, reflète à peu près les avis globaux pour pas justement se retrouver dans une situation où on n'envoyait qu'aux gens qui pensaient un peu comme nous. Alors les différentes questions qui ont été traitées rapidement, il y avait la définition de la prééclampsie, donc c'est Charles Garabédian, local de l'étape, qui avait répondu à cette question. Le dépistage de la prééclampsie, donc c'était Jeanne Sibud de Paris. La prévention, donc ça c'est un gros sujet, donc c'était Paul Gerby à Toulouse qui s'en est occupé. La problématique des HBPM et du calcium, donc Tiffaine Barja à Saint-Étienne. La vitamine D, autre mesure, c'était Alizé Froliger à Bordeaux. Toute la problématique, c'était un gros chantier, et là aussi on a beaucoup discuté de la protéinurie PLGF, Fit1 PLGF, et donc ça c'était Édouard Le Carpentier à Créteil. La problématique de l'hospitalisation du traitement antihypertenseur, Chloé Arthuis, donc à Nantes. La problématique de qu'est-ce qu'il faut faire, à partir de quand et comment, donc de l'induction de naissance, c'était Aurélien Matuzzi à Bordeaux. La prise en charge pour la grossesse d'après, Yann Korb. Et ce fameux document grand public qui, je pense, va beaucoup aider à la dissémination de nos préconisations et recommandations au sein du public et des patientes. Et donc ça, c'est un gros travail qui a été fait en collaboration, Paul Berweiler donc de Poissy et Céline Kelly-Millery, que je remercie de nouveau. Les résultats, c'est qu'on avait une définition et 28 questions PICO. Donc vous voyez, on n'a pas 150 questions qui ont été formalisées. On a envoyé à 58 relecteurs, il y en a 49 qui ont répondu, ça fait 84%, donc c'est pas mal. Je remercie à cette occasion tous les relecteurs qu'on a sollicités. Et on a eu un accord pour 23 des 29 recommandations du premier coup. Et donc on a fait un second tour, qui ont été envoyés à 46 sur les 49 relecteurs. Là, il y a une petite erreur. Il y a eu 90% qui ont répondu au Delphi. Il y a eu une recommandation qui a été renvoyée parce qu'on a loupé, on a eu un oubli. Et puis, il y a un accord qui a été obtenu. Donc, pour les 7, il y avait 6 recommandations qui n'étaient pas validées, puis on en a rajouté une. 7, il y a un accord. Donc, finalement, on a eu 100% de nos recommandations qui ont été acceptées par l'intermédiaire du Delphi. Et donc, et c'est là que c'est intéressant, la qualité de la preuve de ces recommandations, eh bien, vous voyez, elle était élevée uniquement dans 2 situations, modérée dans 6, basse dans 14 et très basse 11. Autant dire que dans plus de 3/4 des cas, la qualité de la preuve est basse ou très basse. Et vous voyez donc bien que c'est très, très, très sujet à interprétation. Cependant, les recommandations, eh bien, elles étaient fortes pour 9 situations, dont une, et on verra laquelle, avec la qualité de la preuve très basse, ce qui ne nous empêche pas, par exemple, le parachute, est-ce qu'il faut mettre un parachute quand vous sortez de l'avion? La qualité de la preuve est très basse, mais la recommandation est forte. Faible recommandation dans 12 fois, et 12 fois, en fait, on ne pouvait pas se positionner malgré une littérature. Donc, c'est pas que ça n'a pas été validé par le tour de Delphi, c'est simplement qu'on a dit on ne peut pas se positionner, et donc on ne fait pas de recommandations sur le sujet. Voilà, enfin, pour terminer avec Marie-Victoire et Thomas, ce sont nos dernières, entre guillemets, RPC. Ça fait l'un et l'autre près de 12 ans qu'on coordonne finalement ces RPC, qui est un temps finalement assez long. Moi, à titre personnel, je remercie Christophe Vessière qui, à l'époque, m'a proposé de lui succéder et de poursuivre ce travail. C'était un travail passionnant. Ça a été beaucoup de plaisir, beaucoup de joie avec Thomas et Marie-Victoire, et surtout avec tous ceux avec qui, depuis plus de 10 ans, on travaille quotidiennement, chaque année, tous les experts, toutes les personnes qu'on a rencontrées, qui ont façonné, qui ont écrit et qui ont produit
finalement ces recommandations qui aujourd'hui sont indispensables à notre spécialité et qui sont, je crois, très regardées. Et on espère, en tout cas par exemple les corticoïdes, on ne va pas faire tout un laïus, mais qui peuvent, j'espère, aider finalement à mieux prendre en charge les patientes et leurs enfants. Donc un grand merci à toutes les personnes qu'on a croisées sur ces années, et on est très content que le flambeau sera repris et de façon encore plus dynamique et pertinente par Jeanne Sibude, Charles Garabédian et Nicolas Sananès, et qu'on est ravis de leur transmettre le flambeau. Voilà, merci à tous et on poursuit. On va donner la parole à Jeanne Sibude, justement sur les questions de dépistage de la prééclampsie, un sujet vaste. Merci Vassili. Alors moi j'ai juste quelques diapos d'abord sur les facteurs de risque et ensuite sur le dépistage, puisque j'avais ces deux questions à traiter. Et donc les facteurs de risque de la prééclampsie, on s'est posé un peu la question de pouvoir les identifier et de savoir à quoi ils servaient. Et donc leur objectif, notre objectif en tout cas, c'était d'informer au mieux les femmes enceintes. Connaître les facteurs de risque de la prééclampsie, ça peut permettre aussi d'adapter la surveillance de la grossesse en choisissant le moment le plus adapté pour l'accouchement et d'éviter, en choisissant ce moment, des complications plus sévères. Les facteurs de risque peuvent aussi permettre, mais pas systématiquement, vous allez le voir, de définir un groupe de patientes qui pourraient bénéficier d'un traitement préventif par aspirine à faible dose. Mais j'insiste sur cette différence, le fait d'appartenir à une population à risque ne veut pas dire qu'on est dans une population sur laquelle l'aspirine est efficace. Ça, on y reviendra évidemment largement tout à l'heure. Donc, il y a des études sur les facteurs de risque, mais qui présentent certaines limites, puisque les taux de prééclampsie sont très variables selon le type d'étude. Je vais vous montrer après dans le tableau. Selon que le diagnostic a été réalisé à partir de codages de type PMSI, vous connaissez les bases de données de santé, ou sur des données cliniques à partir des dossiers cliniques. Il y a des diagnostics qui intègrent les nouvelles définitions sans protéinurie, et donc forcément, comme vient de vous le montrer Charles, ça augmente un petit peu la prévalence. Il y a des études récentes et anciennes, ce qui est à l'origine de ce problème. Et il y a une hétérogénéité qui est majeure dans toutes les méta-analyses pour tous les facteurs de risque, supérieure à 80%. La plupart des méta-analyses n'ajustent pas non plus, malgré une probable corrélation entre les facteurs de risque. Par exemple, l'indice de masse corporelle et l'HTA chronique, ou le recours à la PMA et la gémellité qui peuvent être liés. Et il faut donc éviter d'additionner les facteurs de risque en pensant qu'ils sont indépendants les uns des autres, parce que ça n'est pas le cas. La majorité des études sont aussi réalisées dans les pays à haut revenu. Donc, comment est-ce qu'on s'est intéressé aux facteurs de risque? Il y a une méta-analyse assez récente et qui balaye un grand nombre de facteurs de risque, qui est la méta-analyse de Bartsch. Et donc, les premières colonnes là représentent les résultats de cette méta-analyse avec les risques relatifs qui sont ici dans la première colonne. Une deuxième méta-analyse un peu plus ancienne, mais qui a étudié d'autres facteurs de risque, c'est la méta-analyse de Duckett. Et puis, on a regardé toutes les études qui rentraient dans les méta-analyses, mais qui étaient aussi spécifiques sur le sujet pour vous montrer le grand intervalle entre les risques relatifs. Vous voyez, alors pour les antécédents de prééclampsie, ce n'est pas un très grand intervalle, puisque ça va de risques relatifs de 7 à 11, mais pour certains, c'est beaucoup plus important, comme vous le verrez dans les tableaux suivants. Et puis, à partir de l'enquête nationale périnatale, pour avoir une idée un petit peu de la proportion de patientes concernées, eh bien, on a pu extraire pour certains facteurs de risque le pourcentage en France de populations concernées par ce facteur de risque. Et ici, sur le côté droit du tableau, on rappelle comment sont évalués les facteurs de risque selon les autres sociétés savantes internationales. Et donc, juste rapidement, vous voyez qu'il y a 3 facteurs de risque qui se détachent comme étant des facteurs de risque plutôt élevés: antécédents de prééclampsie, hypertension artérielle chronique et le diabète préexistant, avec des risques relatifs qui sont au-dessus de 3 et jusqu'à 8. Et puis ensuite, il y a beaucoup plus de variabilité. Les grossesses multiples sont considérées comme des facteurs de risque élevés pour certaines sociétés savantes, mais pas toutes, avec un odds ratio qui est plutôt autour de 2,5, 3. Les antécédents familiaux de prééclampsie n'ont pas toujours été retrouvés, et à ce moment-là, les risques relatifs sont plutôt autour de 1,5 à 3. Ensuite, on s'est posé la question de l'indice de masse corporelle et notamment des différents stades d'obésité. Et on voit que là, les risques relatifs sont également entre 2 et 4, et que c'est un facteur de risque qui est considéré comme modéré par la plupart des sociétés savantes. Le SAPL, le lupus et les néphropathies chroniques
ont des risques relatifs qui sont extrêmement variables, mais qui sont considérés, qu'on a donc considéré aussi comme des facteurs de risque plutôt élevés, parce que dans certaines études, les risques qui étaient plutôt bien faites, les risques relatifs étaient très élevés. Vous voyez là, on est à 6-7%. Et puis ensuite, on a relevé l'antécédent de mort fœtale in utero, la nulliparité, l'antécédent d'hématome rétroplacentaire. Vous voyez ce que je vous disais sur le pourcentage de population concernée, que finalement, la nulliparité représente 42% de la population, l'obésité 11%. Donc ce sont des facteurs de risque qui ne sont pas considérés comme élevés, mais qui représentent une grande partie de la population. Les derniers facteurs de risque qu'on a évalués étaient la procréation médicalement assistée. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure de la néphropathie chronique qu'on considère comme un risque élevé, et l'âge maternel, qui finalement est un facteur de risque qui reste plutôt modéré, avec, vous voyez, au-dessus de 35 ans, un risque relatif à 1,20, au-dessus de 40 ans, un risque relatif à 1,50. Dans la méta-analyse de Barthes, l'origine ethnique et la précarité n'ont pas été étudiées, mais ça nous a paru intéressant quand même de regarder. C'est très difficile pour l'origine ethnique d'avoir une validité externe par rapport à notre population, puisque toutes les études ont été faites dans des pays anglo-saxons qui comparent noirs non hispaniques versus blanches non hispaniques, mais on est sur des risques relatifs autour de 1,1 à 1,2, comme vous pouvez voir. Et la précarité, alors là, la définition est extrêmement variable, et il y a même parfois des risques relatifs qui vont dans l'autre sens. Donc, pour conclure sur tous ces facteurs de risque que nous avons étudiés, comme je vous disais, les trois plus importants en termes de risques relatifs, ce sont l'antécédent de prééclampsie, l'HTA chronique, le diabète préexistant. Cependant, le lupus, le SAPL et la néphropathie chronique nous ont paru importants aussi à souligner comme des facteurs de risque de niveau élevé. Au total, il faut quand même se souvenir qu'avoir un facteur de risque même élevé n'est pas synonyme d'une indication d'aspirine, et ça, il y a plusieurs questions dessus. Leur présence ne prédit pas non plus la sévérité de la prééclampsie, et même en prenant l'ensemble des facteurs de risque, finalement, il y a une sensibilité qui est assez faible, 35 à 40%, pour pouvoir détecter une prééclampsie. Donc une grande partie des patientes n'avaient aucun facteur de risque. Cependant, ils nous paraissent quand même importants à noter pour pouvoir mieux informer les femmes. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur les facteurs de risque. J'enchaîne sur le dépistage. Alors, le dépistage en population générale. La question PICO, donc c'est la première question PICO pour aujourd'hui, était la suivante. En population générale, est-ce que l'utilisation d'un algorithme pour le dépistage précoce de la prééclampsie permet de réduire la morbidité maternelle ou la morbidité périnatale ? Donc pourquoi est-ce qu'un dépistage précoce, donc ça fait la suite de ce que je viens de vous dire, c'est que la majorité des prééclampsies surviennent chez des nullipares sans pathologie préexistante. Et donc c'est la limite de l'intérêt des facteurs de risque, et qu'une fois que la prééclampsie est installée, comme vous le savez, aucun traitement n'a encore fait la preuve de son efficacité en dehors de l'accouchement. Donc c'est très tentant d'avoir un dépistage en population générale, réalisable dès le début de la grossesse, puisque lui nous permettrait déjà d'informer les patientes pour une prise en charge adaptée, et puis, s'il y avait un traitement préventif efficace, d'administrer ce traitement tôt, donc pour pouvoir éviter la survenue de la prééclampsie. Donc, l'algorithme utilisé le plus souvent au premier trimestre, c'est l'algorithme de la Fetal Medicine Foundation, qui date d'une première publication de 2009. Et cet algorithme, il utilise des antécédents personnels et obstétricaux très détaillés que vous voyez dans le tableau qui est sur la droite, la pression artérielle moyenne prise à cette première consultation, des dopplers utérins qui doivent être réalisés d'une manière standardisée entre 11 semaines d'aménorrhée et 13 semaines plus 6, et l'utilisation des biomarqueurs, la PAPA et le PLGF. Et dans cette première publication, l'utilisation de cet algorithme permettait de détecter 54% des prééclampsies, mais surtout 96% des prééclampsies précoces, pour un taux de faux positif de 10%. Évidemment, d'autres études se sont ensuite intéressées pour valider cet algorithme, et là, la performance était un peu plus faible, plutôt entre 55 et 83%. Voilà. Donc ensuite, il y a eu l'essai Asprey, un essai randomisé contrôlé, dont vous avez entendu parler, et qui, lui, a été publié en 2017, donc ça fait déjà 6 ans. Et son objectif, c'était de réduire l'incidence de la prééclampsie avant 37 semaines, un grand essai dans 13 maternités dans 6 pays d'Europe et en Israël. Et donc ce dépistage était fait exactement comme je viens de vous le dire avec l'algorithme.
Et puis, si la patiente était à un risque supérieur à 1 sur 100, eh bien, on lui proposait d'être randomisée entre l'aspirine et le placebo en double aveugle, 150 mg par jour le soir, de la randomisation jusqu'à 35 semaines. Et vous voyez le résultat principal de cet essai, eh bien, c'est la diminution du risque de prééclampsie avant 37 semaines, 1,6% dans le groupe prééclampsie versus 4,3% dans le groupe aspirine évidemment, versus 4,3% dans le groupe placebo. Donc une réduction de près de 60% du risque. Il reste des questions autour de l'essai Asprey. Déjà, quels étaient les recrutements dans ces centres? Est-ce que ça correspond à la population française? 27 000 femmes ont été éligibles et donc screenées pour ça, pour pouvoir en identifier 2900 qui étaient à risque et qui ont donc été sont ensuite rentrées dans l'essai. Combien de femmes suivies sur ces 27 000? Quel a été le devenir des femmes qui étaient screenées négatives? Et quel coût pour le dépistage, sachant qu'on a un groupe qui est tout à fait hétérogène avec des facteurs de risque qui sont très différents. Ça incluait des femmes avec des HTA chroniques, des femmes avec des antécédents de prééclampsie, etc. Il y a un tiers de femmes qui ont quand même refusé l'essai, donc on voudrait savoir aussi si elles étaient différentes. Et puis surtout, il n'y a pas eu d'évaluation des effets secondaires de l'aspirine reçue. Donc après, il y avait 800 femmes dans chaque groupe. Donc ensuite, ce qui nous a beaucoup intéressé... Jeanne. Pardon ? 1 minute encore. 1 minute. C'est l'application en vie réelle. Donc ça, il y a une seule étude qui l'a faite, c'est l'étude avant-après unicentrique au Royaume-Uni. Donc avec une première période où ils ont inclus 7700 femmes, où ils ont administré l'aspirine selon les critères de NICE, c'est-à-dire les critères faits au Royaume-Uni, critères cliniques uniquement. Et dans la deuxième période, ils ont fait exactement comme dans Asprey, ils ont calculé l'algorithme FMF, mais avec quand même des petites modifications, uniquement la PAPA et pas le PLGF. Ils ont administré l'aspirine que si les risques étaient supérieurs à 1 sur 50 et pas 1 sur 100. Et dans ce groupe qui était dépisté à risque, ils ont déclenché tout le monde à 40 semaines. Donc voilà le résultat de l'étude avant-après, Et vous voyez ici qu'il y a une diminution significative du risque de prééclampsie, puisque dans la première période, c'était 3,6% des femmes qui avaient une prééclampsie, et quel que soit le terme. Et dans la deuxième période, eh bien, c'était 2,8%, et donc ça fait une différence qui est significative. En revanche, quand on regarde terme par terme, eh bien, il n'y a pas de différence significative, que ce soit avant 37 semaines, avant 34 semaines ou avant 30 semaines, même si tous les autres ratios vont dans le même sens. Ce qui est important à noter, c'est que les patientes qui ont reçu de l'aspirine, eh bien, dans la deuxième partie, je vous le dirai juste après, on passe du nombre de femmes sous aspirine de 4,7% à 8%, sans évaluation des effets indésirables. Donc, et par ailleurs, aucune différence sur les critères de morbidité maternelle et de morbidité périnatale, ce qui était aussi notre question. Je vous rappelle, dans notre PICO, on s'était intéressé sur la morbidité maternelle et périnatale et pas sur le taux de prééclampsie lui-même. Et enfin, la validité externe est un peu limitée puisque le taux de prééclampsie est plus élevé que celui en France. Donc voilà la seule étude qu'on a qui nous paraît avoir comme limite l'absence d'évaluation des effets indésirables, l'absence d'effet direct sur la morbidité maternelle et périnatale, même s'il y a forcément un problème de puissance, et une validité externe limitée. Et c'est à cause de ça que le groupe d'experts a jugé que cette seule étude n'était pas suffisante pour affirmer l'intérêt du dépistage en routine. Et donc notre recommandation a été, en population générale, pour le moment, de ne pas réaliser en routine le dépistage précoce de la prééclampsie à l'aide d'algorithmes dans le but de réduire la morbidité maternelle ou périnatale. C'est une recommandation qui est faible et la qualité de la preuve est basse. Voilà. Merci Jeanne. Désolée d'avoir dépassé. D'avoir respecté le temps de parole. J'imagine qu'il va y avoir des questions concernant les facteurs de risque et le dépistage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer? Non, pas de questions? Okay. Est-ce que dans le panel, il y a des questions? Non, nous, on en a discuté à plusieurs reprises. Donc, pour l'instant, on n'est pas du tout sur les questions de traitement, donc ça va venir juste après. Donc, Jeanne, merci beaucoup. Donc, on donne la parole à Paul Gerby pour toutes les questions concernant la prévention par aspirine. Paul, 25 minutes, c'est ça?
l'aspirine dans tous ses états. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Merci tout le groupe de travail pour cette année passionnante. Et donc je vais vous parler de l'aspirine. Il y a beaucoup de données depuis 40 ans maintenant sur l'aspirine chez la femme enceinte. Et donc il y a beaucoup de questions PICO. On les a réduites à 8 questions PICO sur l'aspirine, dont une qui se décline en plusieurs recommandations en fonction du niveau de risque. Donc là, je vais vous faire une présentation assez succincte de la littérature et je vous invite à lire prochainement les textes longs pour avoir plus de détails sur la littérature. Voici mes liens d'intérêt. Donc première question, justement, introduite par Loïc tout à l'heure, c'est en population générale, est-ce que l'aspirine à faible dose permet de réduire la morbidité maternelle ou périnatale? Et en fait, là, dans la littérature, il y a très peu de choses. On retrouve un seul essai randomisé de Rothschild, qui date de 1998, qui avait comparé l'aspirine 75 mg versus placebo chez presque 4000 patientes randomisées à l'hôpital de la Barbade, une population très précaire et beaucoup plus jeune, donc on ne peut pas extrapoler à la population française, avec une morbidité maternelle et périnatale très élevée par rapport à la France. Il y avait une observance de l'aspirine, vous voyez, qui était très faible. Seulement 53% des patientes avaient une observance d'au moins 80% du traitement. Et dans cette étude et dans cette population, il n'y avait pas de différence significative sur la morbidité maternelle et périnatale. Je vais le détailler tout à l'heure, la plupart des méta-analyses ne retrouvent pas d'augmentation des effets indésirables, notamment sur le risque de saignement au cours de la grossesse et en postpartum lors d'une prescription d'aspirine en population à risque. Cependant, une étude a attiré notre attention récemment, une étude publiée dans l'American Journal en 2021. C'était une étude de registre suédoise sur plus de 300 000 grossesses. Et il y avait une augmentation légère du risque d'hémorragie du postpartum parmi les 4000 patientes qui avaient utilisé l'aspirine au cours de la grossesse. Donc il n'y avait pas d'informations sur le moment d'initiation, ni d'arrêt du traitement, ni sur le dosage, mais ça peut alerter notre attention, ce qui fait que, en l'absence de données sur la population générale et sans évaluation satisfaisante des effets d'une prescription large de l'aspirine, il est recommandé de ne pas prescrire d'aspirine afin de réduire la morbidité maternelle et périnatale en population générale. Et donc c'est cette recommandation qui est forte, mais associée à une qualité de la preuve très basse. Deuxième question, dans une population un peu plus spécifique, la population des femmes nullipares pour laquelle Jeanne a bien expliqué la problématique, c'est celle pour laquelle on n'a pas les facteurs de risque ni l'antécédent de prééclampsie sur une grossesse précédente. Donc c'est la population qui nous embête le plus. Est-ce que l'aspirine à faible dose permet de réduire la morbidité maternelle ou périnatale? Là, il y a un peu plus de données, notamment une méta-analyse récente de Mann, qui rassemble 10 essais randomisés, un peu plus de 23 000 patientes nullipares à bas risque. Et dans cette méta-analyse, on ne retrouve pas de différence sur la morbidité maternelle, que ce soit la mortalité maternelle, la prééclampsie, l'éclampsie et l'hémorragie du postpartum. Pas de différence sur la morbidité périnatale, mortalité et accouchement prématuré. On retrouve en analyse secondaire une diminution significative du risque de prématurité avant 34 semaines d'aménorrhée et des enfants petits pour l'âge gestationnel. Et on voit qu'en étudiant d'un peu plus près cette méta-analyse, il y avait seulement 2 essais sur les 10 qui impliquaient seulement 200 patientes avec une aspirine qui a été prescrite à un dosage d'au moins 100 mg. On va en parler un petit peu après. Cette méta-analyse repose essentiellement sur 7 essais randomisés très récents de Hoffman dans le Lancet, publié en 2020, dont on a beaucoup parlé, l'essai aspirine, parce qu'il y avait presque 12 000 femmes nullipares. Et en fait, il a été réalisé dans 6 pays en voie de développement. Ça comparait l'aspirine 80 mg versus placebo et qui avait été débutée avant 14 semaines d'aménorrhée. Et cette étude retrouve une diminution de la prééclampsie avant 34 semaines d'aménorrhée, une diminution de la mortalité périnatale, de l'accouchement prématuré et de l'accouchement avant 34 semaines d'aménorrhée, ce qui a tiré la méta-analyse vers un bénéfice de l'aspirine, notamment avant 34 semaines d'aménorrhée. Cependant, il faut regarder en détail ces études parce qu'on voit que c'était une population dans ces 6 pays en voie de développement avec une incidence très élevée des complications périnatales, un taux de prématurité à 12% et un taux de mortalité périnatale de près de 5%.
et de mort fétale de 2,6% dans la population totale. Donc on ne peut pas extrapoler ces données en population française. Pourquoi? Parce qu'on a la chance d'avoir quand même un essai randomisé français, qui était l'essai Erasme de Damien Subtil, qui a été publié en 2003. Et on voit qu'il y avait quand même 3300 femmes nullipares, et en ayant étudié l'aspirine 100 mg versus placebo, initié entre 14 et 21 semaines d'aménorrhée, il n'y avait pas de différence concernant la morbidité maternelle et périnatale, et on voit bien qu'en population française, l'incidence de la prééclampsie était de 1,6% et de la prééclampsie avant terme était de seulement 0,6%. Ainsi, la recommandation est que dans la population des femmes nullipares, il est recommandé de ne pas prescrire d'aspirine dans le seul but de réduire la morbidité maternelle ou périnatale. C'est également une recommandation forte, mais avec une qualité de la preuve modérée. Prochaine question, est-ce que l'aspirine à faible dose permet de prévenir ou réduire la morbidité maternelle ou périnatale en population à risque cette fois-ci? Donc, qu'est-ce que la population à risque? On voit que dans la littérature, justement, depuis une vingtaine d'années, il y a de nombreuses méta-analyses qui suggèrent un effet bénéfique de l'aspirine chez les patientes à risque élevé de prééclampsie. Notamment, la méta-analyse d'ASCI qui était publiée dans le Lancet en 2007, c'était une méta-analyse avec données individuelles disponibles. Donc, c'est les méta-analyses avec la méthodologie les plus robuste qui étudiait les anti-agrégants plaquettaires versus placebo. Et cette méta-analyse retrouvait que chez les femmes à risque élevé de prééclampsie, il y a une diminution du risque de prééclampsie et du risque d'accouchement avant 34 semaines d'aménorrhée, sans augmentation du risque de saignement au cours de la grossesse ou en postpartum immédiat. Également, des méta-analyses plus récentes qui étudiaient plus spécifiquement le critère prééclampsie avant 37 semaines d'aménorrhée, qui sont les prééclampsies qu'on souhaite principalement éviter, étudiant aspirine versus placebo. Et là, on retrouve un bénéfice qui semble encore plus significatif, avec une diminution du risque de prééclampsie avant 37 semaines d'aménorrhée, avec un risque relatif à 0,62, sans différence par contre sur le critère prééclampsie à terme. Cependant, là c'est un résumé très succinct, mais il y a énormément de méta-analyses et de données de la littérature sur cette population dite à risque, mais ces populations sont très hétérogènes, notamment concernant le risque de prééclampsie identifié, les conditions socio-économiques et l'incidence de la prééclampsie. Vous pourrez également découvrir dans le texte long de Jeanne que dans la plupart de ces études, ils se basent sur des populations dites à risque selon les critères de l'American College, de la NICE, etc., de un facteur de risque majeur ou au moins 2 facteurs de risque modérés de prééclampsie. Et il y a plusieurs études qui ont montré qu'en utilisant cette manière pour identifier les femmes à risque et donc prescrire de l'aspirine chez celles qui sont considérées à risque, que ça pouvait exposer jusqu'à 20 à 30% des femmes enceintes à l'aspirine. Les femmes, dans ces essais randomisés, il y a une inclusion selon des facteurs de risque cliniques, mais parfois seulement échographiques, avec un niveau de risque qui est très variable. Les données sont difficilement extrapolables à la population française où l'incidence de la prééclampsie est vraiment différente. Et il y a peu de données par facteur de risque pris isolément. Donc, en population à risque de prééclampsie, l'aspirine semble intéressante, mais il y a très peu de données pris isolément par facteur de risque. Et c'est là où c'est intéressant pour savoir dans quel sous-groupe l'aspirine semble réellement intéressante à prescrire. Donc on va étudier par facteur de risque. Premier facteur de risque, c'est l'antécédent de pathologie vasculaire placentaire. Là, dans la méta-analyse d'ASCI, il y a 6000 femmes avec antécédent de pathologie hypertensive de la grossesse et avec données individuelles disponibles. Dans ce sous-groupe, il y a une diminution du risque de prééclampsie et du risque d'accouchement avant 34 semaines d'aménorrhée, sans augmentation du risque de saignement. Dans l'essai français EPREDA, qui est le seul essai également où on pouvait avoir des données spécifiques sur des patientes ayant un antécédent de pathologie vasculaire placentaire, parce que c'est un antécédent de au moins un retard de croissance d'origine vasculaire ou un retard de croissance et une mort fœtale vasculaire ou un hématome rétroplacentaire, avec de l'aspirine 150 mg versus placebo. Et dans cette étude, il avait été retrouvé une diminution du risque de RCIU, qui était diminué de 26% à 13% dans le groupe traité, et une diminution non significative du risque de mort fœtale et d'hématome rétroplacentaire.
Ainsi, dans ce sous-groupe des femmes présentant un antécédent de pathologie vasculaire placentaire, il est recommandé de prescrire de l'aspirine à faible dose afin de prévenir la morbidité maternelle ou périnatale. C'est une recommandation forte, une qualité de la preuve modérée. Autre facteur de risque majeur décrit par Jeanne, le diabète préexistant. Dans ce sous-groupe, au niveau de la méta-analyse d'ASCI avec données individuelles, il y avait 905 patientes qui présentaient un diabète préexistant. La diminution qui a été retrouvée n'est pas significative et c'est les seules données qu'on bénéficie spécifiquement pour les femmes présentant un diabète préexistant. Donc en cas de diabète préexistant, les données de la littérature sont insuffisantes en nombre et en qualité pour émettre une recommandation quant à l'intérêt de l'aspirine pendant la grossesse afin de prévenir la morbidité maternelle ou périnatale, donc une absence de recommandation. Pour la grossesse multiple, c'est la même chose, sauf qu'il y a une méta-analyse spécifique pour les grossesses multiples qui inclut 6 essais randomisés sur aspirine versus placebo en cas de grossesse multiple. Et le critère de jugement principal était la prééclampsie. Ça représentait 900 patientes également. Et il y avait dans ce groupe, dans cette méta-analyse, une diminution du risque de prééclampsie. Pas de différence pour les autres critères étudiés. Dans la méta-analyse d'ASCI, donc avec données individuelles disponibles, donc qui peuvent prendre en compte plus d'essais randomisés. Là, il y avait 1100 patientes qui avaient été incluses avec grossesse multiple. Et dans cette méta-analyse-là, vous voyez qu'il n'y a pas de différence sur le risque de prééclampsie. Donc, idem pour le sous-groupe des grossesses multiples. Les données de la littérature sont insuffisantes et c'est une absence de recommandation. Pour l'HTA chronique, là, il y a un tout petit peu plus de données. On voit que dans la méta-analyse d'ASCI avec données individuelles disponibles, là, c'est 3300 patientes avec HTA chronique. Et cette méta-analyse étudiait les anti-agrégants plaquettaires, mais il y avait 3 essais inclus où c'était un autre anti-agrégant que l'aspirine. Et il n'y avait pas de différence concernant le risque de prééclampsie chez ces femmes présentant une HTA chronique. On voit que le risque relatif est autour de 1, ni sur le risque de prématurité avant 34 semaines d'aménorrhée. Les CECPPA, 473 patientes enceintes avec HTA chronique. Ça, c'était de l'aspirine 60 mg qui avait été utilisée dans cet essai, comparé au placebo. Il n'y avait là non plus pas de différence concernant le risque de prééclampsie, de décès périnatal, ni d'enfants petits pour l'âge gestationnel. Donc, dans ce sous-groupe de l'HTA chronique, les données de la littérature sont insuffisantes en nombre et en qualité pour émettre une recommandation. Absence de recommandation. Pour la maladie rénale chronique, on peut se baser sur la méta-analyse d'ASCI, 500 patientes seulement présentant une néphropathie. Et il y avait une diminution, mais non significative, du risque de prééclampsie. Il n'y a pas d'autres données dans ce sous-groupe. Donc, en cas de pathologie rénale chronique, les données de la littérature sont également insuffisantes en nombre et en qualité pour émettre une recommandation. Donc pour conclure, sur ce sous-groupe des patientes dites à risque, il y a beaucoup de méta-analyses, comme je l'ai dit, qui suggèrent un effet bénéfique de l'aspirine chez des femmes dites à risque élevé de prééclampsie. Mais parmi ces patientes à risque, il est réellement difficile d'identifier le ou les sous-groupes de patientes pouvant bénéficier de ce traitement sans exposer de nombreuses femmes à un traitement non nécessaire. Le seul sous-groupe avec un bénéfice significatif dans ces méta-analyses et dans de nombreuses études sur la morbidité maternelle et périnatale, c'est le sous-groupe des antécédents de pathologie vasculaire placentaire. Et vous avez vu qu'il n'y a pas de distinction de terme sur l'antécédent de prééclampsie comme c'était fait précédemment dans nos recommandations, c'est antécédent de prééclampsie. Il y a une importance d'avoir des données supplémentaires dans les autres sous-groupes, précisément l'HTA chronique, le diabète préexistant, les maladies rénales chroniques, grossesse multiple, obésité, grossesse issue de PMA, etc. Et comme vous le savez, il y a plusieurs études multicentriques françaises portées par le GROG qui va étudier spécifiquement dans ces sous-groupes-là. Et on attend ces données-là pour avoir plus de données par sous-groupe pour savoir si l'aspirine est intéressante dans ces sous-groupes-là. Une question qu'on se pose également beaucoup en pratique courante et donc on a voulu aborder dans ces recommandations, c'est les patientes qui associent plusieurs facteurs de risque. Parce que, comme on le disait avec Jeanne, dans les autres recommandations, c'est au moins 2 facteurs de risque majeurs, modérés ou un facteur de risque majeur qui aboutit à une prescription d'aspirine, à une recommandation de prescription d'aspirine. Et là, en fait, dans la littérature, il n'y a aucune donnée. On ne sait pas si les risques relatifs se cumulent, s'additionnent, se multiplient ou pas du tout, si les patientes
cumule plusieurs facteurs de risque de prééclampsie. Il n'y a pas d'analyse en sous-groupe dans les méta-analyses les plus robustes de la littérature pour savoir si une patiente qui cumule nulliparité plus obésité, grossesse issue de PMA plus nulliparité, est-ce que l'aspirine paraît intéressante dans ce sous-groupe-là? Il n'y a pas de données, donc pas de recommandation possible chez les patientes qui associent plusieurs facteurs de risque de prééclampsie. La question suivante porte sur la dose de l'aspirine. Est-ce que dans cette population à risque, donc nous on va se restreindre dans la population ayant un antécédent de pathologie vasculaire placentaire, est-ce que l'aspirine prescrite à une dose de 100 à 160 mg permet de prévenir la survenue de prééclampsie et d'autres pathologies vasculaires placentaires en comparaison à l'aspirine à une dose de 75 à 80 mg? Donc, concernant la dose, on peut se baser uniquement sur des données indirectes qui sont issues de ces méta-analyses d'essais randomisés qui a étudié l'effet de l'aspirine chez les femmes enceintes avec analyse en sous-groupe en fonction de la dose d'aspirine. Il n'y a pas de données spécifiquement dans la population des antécédents de pathologie vasculaire placentaire qui est la population spécifique pour laquelle il y a de la preuve du bénéfice du traitement. Donc, pour pouvoir répondre à cette question PICO, on est obligé d'extrapoler les données à partir des essais sur cette fameuse population dite à risque élevé de prééclampsie, mais tout cet amas de patientes à risque. Donc, si on regarde le critère prééclampsie, dans la dernière méta-analyse de la Cochrane en 2019, concernant les essais randomisés évaluant les anti-agrégants plaquettaires versus placebo ou absence d'anti-agrégants, là, ils ont pris un cutoff à 75 mg et on voit que à partir de 75 mg et plus, il y a une diminution du risque de prééclampsie, alors qu'il n'y a pas de différence observée si le dosage était inférieur à 75 mg. Si on regarde d'autres critères plus précisément, notamment le critère prééclampsie avant 37 semaines d'aménorrhée, là il y a plusieurs méta-analyses récentes, notamment celle de Roberge et Bugeaud, qui incluait plus de 20 000 patientes. Là, en prenant un quote-off d'au moins 100 mg, il y avait une diminution du risque de prééclampsie avant 37 semaines d'aménorrhée. Et vous voyez, avec un risque relatif à 0,33, donc très abaissé, et pas de différence sur le risque de prééclampsie avant 37 semaines d'aménorrhée si la dose prescrite était strictement inférieure à 100 mg. Si on prend le critère fort, donc la mortalité périnatale, là il y a une méta-analyse spécifique dont c'était le critère de jugement principal. En analyse en sous-groupe en fonction de la dose prescrite, si la dose était d'au moins 100 mg, il y avait une diminution du risque de la mortalité périnatale. On voit que ça regroupe plus de 6000 patientes et que si la dose prescrite était strictement inférieure à 100 mg, il n'y avait pas de différence observée. Concernant les complications hémorragiques, est-ce que d'augmenter légèrement la dose d'aspirine est associé à plus de saignement ou d'hémorragie de postpartum? Et là, il n'y a pas de données et pas de différence sur le risque d'HPP, d'HRP, quelle que soit la dose utilisée dans ces méta-analyses-là. En conclusion, sur la dose de l'aspirine, il y a des données indirectes issues de méta-analyses d'essais randomisés qui suggèrent que si on utilise une dose de 100 à 160 mg, il y a un bénéfice supplémentaire sur la mortalité périnatale et sur la prééclampsie avant terme, sans augmentation de la morbidité maternelle. Donc un petit schéma résumé pour la prescription de l'aspirine. À partir de 75 mg, on observe quand même un effet sur la prééclampsie, mais si on prescrit à une dose de au moins 100 mg et jusqu'à 160 mg, parce qu'on est dans l'aspirine à faible dose, là il y a une diminution du risque de prééclampsie, mais également un effet sur la mortalité périnatale et la prééclampsie avant 37 semaines d'aménorrhée. Donc c'est la dose que l'on va recommander. En cas d'antécédent de pathologie vasculaire placentaire, il est recommandé de prescrire l'aspirine à une dose de 100 à 160 mg pour prévenir la morbidité maternelle ou périnatale. C'est une recommandation faible avec une qualité de la preuve basse parce que c'est uniquement des données indirectes. Il n'y a pas de comparaison directe dans des essais randomisés en fonction de la dose. Il faut savoir que ce sont des doses qui sont disponibles en France à 100 mg en sachet ou en comprimé, à 150 2 fois 75 mg, voire à 160 mg, c'est disponible en France. Prochaine question, est-ce que l'aspirine, dans cette population à risque, administrée avant 20 semaines d'aménorrhée, permet de prévenir la survenue d'une prééclampsie ou d'autres pathologies vasculaires placentaires en comparaison à l'aspirine administrée après 20 semaines d'aménorrhée? Donc c'est la date d'initiation de l'aspirine.
Là également, ça va être des données indirectes issues des méta-analyses disponibles dans la littérature. Il n'y a pas de données spécifiquement dans la population qui nous intéresse, les femmes ayant un antécédent de pathologie vasculaire placentaire. Donc on est obligé d'extrapoler les données à partir de ces méta-analyses regroupant toutes les femmes à risque élevé de prééclampsie. Là, à nouveau, on va étudier critère par critère. Le critère prééclampsie, dans la dernière Cochrane, en prenant un seuil à 20 semaines d'aménorrhée, si l'aspirine avait été débutée avant 20 semaines d'aménorrhée dans les essais randomisés, on observe une diminution du risque de prééclampsie et de petits pour l'âge gestationnel. Ils ont également étudié le critère avant 16 semaines d'aménorrhée dans cette Cochrane et il y avait un résultat similaire, donc une diminution de ces deux outcomes-là. Si elle est débutée après 20 semaines d'aménorrhée, il n'y a aucune différence qui a été retrouvée. Donc ça, c'est la méta-analyse, une des méta-analyses les plus robustes. Si on prend le critère prééclampsie avant terme, donc avant 37 semaines d'aménorrhée, la méta-analyse de Roberge, qui regroupe plus de 20 000 patientes, c'était le critère de jugement principal prééclampsie avant 37 semaines d'aménorrhée. Là, on voit que si l'aspirine est prescrite avant 16 semaines d'aménorrhée et à une dose d'au moins 100 mg, comme on vient de le dire précédemment, il y a une diminution significative du risque de prééclampsie avant 37 semaines d'aménorrhée avec un risque relatif à 0,45. Il n'y a pas de différence si elle est débutée après 16 semaines d'aménorrhée sur ce critère-là de prééclampsie avant 37 semaines d'aménorrhée. L'autre critère important, la mortalité périnatale, donc la méta-analyse de Turner qu'il avait étudiée spécifiquement. Si on regarde l'analyse en sous-groupe en fonction de l'âge gestationnel d'initiation, là, avant 16 semaines d'aménorrhée, il y a une diminution significative du risque de mortalité périnatale et cette différence n'est plus observée pour tous les essais randomisés après 16 semaines d'aménorrhée. Pas de différence des complications hémorragiques, quel que soit l'âge gestationnel d'initiation du traitement. Donc là, à nouveau, les données indirectes issues des méta-analyses d'essais randomisés en cas d'une dose d'une aspirine initiée avant 16 semaines d'aménorrhée retrouvent un bénéfice supplémentaire sur la mortalité périnatale et sur la prééclampsie avant 37 semaines d'aménorrhée, sans augmentation de la morbidité maternelle. Cependant, on observe quand même un effet si elle est prescrite entre 16 et 20 semaines d'aménorrhée sur le risque de prééclampsie et de petits pour l'âge gestationnel. C'est pour ça qu'en résumé, sur un schéma résumé, si l'aspirine est initiée avant 16 semaines d'aménorrhée, voilà les outcomes pour lesquels on retrouve un bénéfice, c'est la prééclampsie, le petit pour l'âge gestationnel, la mortalité périnatale et la prééclampsie avant 37 semaines d'aménorrhée. Si elle est prescrite, initiée, parce qu'on n'a pas rencontré la patiente avant ou que ça n'avait pas été introduit précédemment, si on la rencontre entre 16 et 20 semaines d'aménorrhée, il y a quand même un intérêt de débuter le traitement parce qu'on observe un bénéfice sur la prééclampsie et sur les petits pour l'âge gestationnel. Par contre, il n'y a pas d'effet retrouvé si l'aspirine n'est pas initiée avant 20 semaines d'aménorrhée. Ainsi, notre recommandation est qu'en cas d'antécédent de pathologie vasculaire placentaire, il est recommandé de prescrire de l'aspirine idéalement avant 16 semaines d'aménorrhée et au plus tard avant 20 semaines d'aménorrhée pour prévenir la morbidité maternelle ou périnatale, notamment pour réduire la mortalité périnatale. C'est une recommandation forte avec une qualité de la preuve basse. Après 20 semaines d'aménorrhée, il est recommandé de ne pas initier l'aspirine si celle-ci n'avait pas déjà été débutée. Prochaine question PICO, dans cette population à risque, est-ce que l'aspirine débutée en préconceptionnel permet de prévenir la survenue d'une prééclampsie et des autres pathologies vasculaires placentaires en comparaison à l'aspirine administrée en post-conceptionnel? Là, il n'y a aucune donnée qui compare directement initiation préconceptionnelle versus initiation au cours de la grossesse. Qu'est-ce qu'on a dans la littérature? La méta-analyse de Gronvel qui regroupait des essais randomisés évaluant l'aspirine initiée en préconceptionnel versus placebo, et c'était dans la population spécifique des grossesses obtenues après FIV. Donc cette méta-analyse a regroupé 268 grossesses obtenues après FIV, dont 187 grossesses uniques avec données individuelles disponibles. Il n'y avait pas de différence sur le risque de prééclampsie et le risque d'accouchement prématuré. Un autre essai de Schisterman qui avait comparé l'aspirine 80 mg versus placebo, débuté en préconceptionnel chez 1228 femmes avec un désir de grossesse et un antécédent de perte fœtale. Donc c'est également des études qui étaient
plus réalisés en PMA, et parmi les 595 naissances vivantes, il n'y avait pas de différence concernant le risque de prééclampsie, ni sur le risque d'accouchement prématuré. Donc notre recommandation, c'est qu'en cas d'antécédent de pathologie vasculaire placentaire, il est recommandé de ne pas prescrire un traitement par aspirine en préconceptionnel, mais de l'initier pendant la grossesse avant 16 semaines d'aménorrhée pour prévenir le risque d'autres pathologies vasculaires placentaires. C'est une recommandation faible et une qualité de la preuve très basse, et on pourra en discuter en suivant, qu'il n'y a pas non plus d'âge gestationnel minimal que l'on peut recommander pour l'initier au cours de la grossesse. Prochaine question PICO, dans une population à risque, est-ce que l'aspirine poursuivie jusqu'à l'accouchement permet-elle de diminuer la morbidité maternelle ou néonatale ou périnatale en comparaison à un arrêt à 36 semaines d'aménorrhée? Il faut savoir qu'il n'y a aucune donnée comparative évaluant l'âge gestationnel optimal d'arrêt de l'aspirine, et ni même, parce que c'est une question qui peut être discutée en fonction des services, sur l'arrêt de l'aspirine en cas de prééclampsie avérée par rapport à une poursuite du traitement jusqu'à l'accouchement. Les protocoles des essais randomisés sont très variables. On retrouve de tout dans la littérature, avec un arrêt du traitement à 35, 36, 37 semaines d'aménorrhée ou un maintien jusqu'à l'accouchement. Et c'est également le cas dans les recommandations internationales, c'est très variable. Dans la méta-analyse de la Cochrane, si on regarde le risque hémorragique, parce que c'est ça qu'on pourrait redouter de maintenir le traitement jusqu'à l'accouchement, il n'y a pas de différence sur le risque d'HPP ni sur le risque d'hématome rétroplacentaire, mais là c'est quelle que soit la date d'arrêt ou de poursuite du traitement. Comme on l'a dit en tout début de topo, il y a cette étude de registre suédoise qui retrouvait cette augmentation légère du risque d'hémorragie du postpartum chez les 4000 femmes qui avaient pris de l'aspirine au cours de leur grossesse. Et pour rappel, dans nos recommandations françaises, mais les recommandations internationales aussi, si la patiente prend l'aspirine jusqu'à son accouchement, le jour de l'accouchement, la prise isolée d'aspirine n'est pas une contre-indication à l'anesthésie loco-régionale rachidienne. Donc il n'y a pas de bénéfice prouvé à un maintien de l'aspirine jusqu'à l'accouchement, et les risques liés au maintien du traitement par aspirine semblent très faibles, mais il y a très peu de données sur les effets d'une exposition large à ce traitement au moment de l'accouchement. C'est pourquoi, en cas d'antécédent de pathologie vasculaire placentaire, le groupe de travail a mis comme recommandation de ne pas poursuivre l'aspirine jusqu'à l'accouchement pour réduire la morbidité maternelle ou périnatale, et ainsi de l'arrêter à partir de 36 semaines d'aménorrhée. C'est une recommandation faible avec une qualité de la preuve très basse. Enfin, dernière question PICO concernant l'aspirine. Dans la population à risque, l'aspirine administrée le soir permet-elle de diminuer la morbidité maternelle ou périnatale par rapport à une prise le matin? Pourquoi? Parce que certaines équipes ont fait l'hypothèse d'un effet chronobiologique de l'aspirine. En effet, on retrouve 2 essais dans la littérature de la même équipe, une équipe espagnole. Ce sont des essais de chronothérapie en double aveugle, randomisés, aspirine 100 mg versus placebo chez des femmes à risque élevé de prééclampsie et prescrites à 3 moments de la journée, soit au réveil, soit l'après-midi, soit au coucher, versus placebo. Donc il y avait 6 groupes dans ces études. La méthodologie semble plutôt robuste. 350 patientes à risque élevé de prééclampsie. Le critère de jugement était un critère composite de survenue de prééclampsie, naissance prématurée, retard de croissance intra-utéraux ou mort fœtale. Et il y avait une diminution du critère composite en cas de prise au coucher par rapport à une prise au matin ou dans les groupes placebo, avec des risques relatifs qui peuvent paraître très surprenants, parce que c'était une diminution très significative avec un risque relatif à 0,19. Le deuxième essai de cette même équipe, qui peut un petit peu expliquer l'hypothèse physiopathologique de cet effet chronobiologique, ils ont étudié l'effet anti-hypertenseur de l'aspirine prescrit à ces 3 moments de la journée chez la femme enceinte. Donc il y avait cette fois-ci 341 patientes incluses, ces patientes qui avaient bénéficié d'un holter tensionnel tous les mois jusqu'à l'accouchement. Et en cas de prise le soir ou au coucher par rapport à une prise le matin ou par rapport au placebo, on retrouvait une diminution de la pression artérielle systolique et diastolique. C'était significatif de respectivement 9 et 6 mm de mercure par rapport au placebo. Donc c'est ce qui corrobore un petit peu cette hypothèse d'effet chronobiologique, c'est que entre autres, il y a un très léger effet hypotenseur de l'aspirine. Il y aurait un effet hypotenseur de l'aspirine lorsqu'elle est prescrite le soir au coucher. Donc les données sont, oui, limitées à une seule équipe, mais le groupe de travail
a conclu qu'il n'y a pas d'effet secondaire ou de contrainte particulière à une prise d'aspirine le soir plutôt qu'à un autre moment de la journée. C'est pourquoi, en cas d'antécédent de pathologie vasculaire placentaire, il est recommandé de prescrire l'aspirine le soir ou au coucher plutôt qu'à un autre moment de la journée. Et il s'agit évidemment d'une recommandation faible avec une qualité de la preuve très basse. Donc, en synthèse rapide sur l'aspirine, regarde. Pour qui l'aspirine, donc c'est dans le sous-groupe des pathologies vasculaires placentaires qui est défini par un antécédent de prééclampsie, quel que soit le terme, un antécédent de retard de croissance intra-utérin, et on renvoie au RPC sur le retard de croissance intra-utérin qui avait défini la prescription d'aspirine en cas de retard de croissance intra-utérin d'origine vasculaire supposée et inférieure au 5e percentile, en cas d'antécédent de mort fœtale d'origine vasculaire et en cas d'antécédent d'hématome rétroplacentaire. Concernant les autres facteurs de risque, oui, c'est décevant, mais les données sont insuffisantes et donc c'est une absence de recommandation si on prend ces autres facteurs de risque. À une dose de au moins 100 mg, donc de 100 à 160 mg, initiée idéalement avant 16 semaines d'aménorrhée, mais si vous ne l'avez pas rencontré avant, il est possible de l'initier entre 16 et 20 semaines d'aménorrhée. Il faut arrêter l'aspirine à partir de 36 semaines d'aménorrhée et la prescrire plutôt le soir ou au coucher. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a un peu de temps pour des questions concernant la prescription d'aspirine. Donc vous voyez qu'on élargit par rapport aux recommandations précédentes l'indication d'aspirine en France. On l'élargit moins que les pays anglo-saxons, mais en tout cas c'est plus d'indications que ce qu'on faisait jusqu'alors. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que la présentation? Laurent. Alors, parle fort, on va répéter. Là, il y a une dame qui vient là. Bonjour, merci beaucoup pour ces RPC très intéressantes. Un mot que je n'ai pas entendu, c'était fœtus ou nouveau-né dans cette histoire de l'aspirine. Est-ce que vous avez fait la revue des effets donc in utero et néonataux chez le fœtus et le nouveau-né de l'exposition à l'aspirine? Oui, bien sûr, c'est détaillé dans le texte long. Donc, il n'y a évidemment pas d'effet majeur, sinon on ne pourrait pas le prescrire. Et il y a quelques effets hématologiques qui ont été retrouvés sur le sang prélevé sur cordon néonatal, mais pas d'effet indésirable lorsqu'elle est prescrite à faible dose, évidemment pas à dose anti-inflammatoire, donc à faible dose, et y compris sur ce dosage entre 100 et 160 mg, il n'y a pas plus d'effet néonatal qui a été retrouvé. François. Bonjour, oui, très bien. Je trouve que ces recommandations sont très raisonnables. Merci. Alors, j'ai l'impression que la majorité des professionnels pensent que l'aspirine, c'est pas bien grave de donner de l'aspirine. Ça rejoint un peu la question de Laurent. C'est pas bien grave, d'autant qu'en plus, comme tu viens de le dire, on donne 10 fois moins la dose que ce qu'on prend quand on a mal à la tête. Donc, finalement, ça ne doit pas être très grave de donner de l'aspirine pendant la grossesse. Il est assez possible, voire probable, que dans les décennies qui viennent, on s'aperçoit qu'on a donné beaucoup de médicaments qui ont des effets à long terme, certes peut-être un peu faibles, mais dans un organisme très vulnérable, en développement, etc. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Moi, je ne serai pas là pour le voir, c'est sûr, parce que c'est des études difficiles, mais il est assez probable quand même qu'on découvre des choses dans quelques dizaines d'années, à l'instar de ce qu'on voit avec les corticoïdes. Et donc, je me demandais pourquoi, compte tenu de cet argument-là, certaines recommandations il est recommandé de ne pas faire, et puis par exemple pour les sous-groupes à risque, vous avez pas fait de recommandations, parce que on n'a pas du tout l'impression que l'effet, qui est un effet d'ailleurs que sur le taux de prééclampsie éventuellement, mais pas du tout sur la santé d'ailleurs en général. Donc je n'ai pas bien compris quelle a été votre discussion, votre argumentaire pour de temps en temps recommander de ne pas faire et de temps en temps pas de recommandation, qui bien sûr laisse la porte ouverte complètement à le faire et ne met pas en garde les professionnels sur le fait que, parce qu'on pense que l'aspirine finalement c'est un vrai médicament qui a des effets très, très, très complets, vous le savez bien, il y a beaucoup de choses avec l'aspirine, et donc moi je suis assez convaincu qu'on découvrira des choses dans 20 ou 30 ans sur tous ces médicaments qu'on donne pendant la grossesse. Mais merci pour cette remarque, parce que le groupe de travail est parfaitement d'accord
avec ces effets inconnus d'une prescription large de l'aspirine et également sur les effets à long terme de l'aspirine, ce qui fait qu'on est une des seules, voire la seule société savante à avoir autant restreint les indications de prescription de l'aspirine. Vraiment par rapport à toutes les nouvelles recommandations internationales qui élargissent énormément, nous c'est très restreint. Et par rapport aux autres sous-groupes à risque, donc on a mis dans les recommandations l'absence de recommandation uniquement pour ces facteurs de risque majeurs, parce qu'on a jugé que pour ces sous-groupes-là, notamment la maladie rénale chronique, l'HTA chronique, il nous manquait réellement des données pour pouvoir conclure. Sur la maladie rénale chronique, la méta-analyse d'ASCII montre une baisse, mais qui est non significative. Donc, on s'est dit que c'est juste qu'il nous manquait des données pour savoir si on pouvait le recommander. Pour l'HTA chronique, on attend d'avoir des données, possiblement de l'essai français. On espère que ça pourra répondre à la question. Et là, selon la nouvelle méthodologie des RPC, on pourra réactualiser la réponse à cette question-là. Si le groupe de travail des RPC juge que c'est suffisant pour pouvoir émettre une recommandation de prescrire ou de ne pas prescrire. Mais ce n'était pas en tout cas dans un but, ces absences de recommandation, c'est surtout pas dans un but d'élargissement de la prescription de l'aspirine. D'ailleurs, on l'a bien prescrit, nous, il n'y a pas de données sur le cumul de facteurs de risque, cette sensation clinique que peut avoir le praticien en consultation de se dire « Oula, celle-ci, c'est peut-être un peu une bombe à retardement sur le risque de prééclampsie », mais il n'y a pas de données sur celles qui cumulent des facteurs de risque, donc on n'a pas de recommandation de prescrire dans ces sous-groupes-là, contrairement à toutes les autres sociétés savantes. Pour compléter ce que dit Paul, François, ce qui a fait choisir de recommander ou d'émettre la recommandation de ne pas faire quelque chose versus on n'émet pas de recommandation, c'est vraiment la qualité de la preuve. Alors, il y a des cas où c'est prouvé que ça ne sert à rien, donc là on a recommandé de ne pas faire, mais dans d'autres cas, ce que vient de dire Paul, il n'y a aucune donnée pour dire que ça ne marche pas. Donc on s'est abstenu de dire qu'on ne pouvait pas le faire. C'est ça qui nous a fait choisir. Oui, j'ai bien compris ça. C'était vraiment le sens de ma question. Mais justement, comme on est dans le fait de donner un traitement pendant la grossesse, moi je trouve, mais c'est mon avis personnel, qu'à partir du moment où il n'y a pas de preuve que ça a une efficacité sur la santé, et je ne parle pas du taux de l'hypertension à 14,9, puisque vous l'avez dit, l'aspirine par exemple pourrait être un peu hypotenseur, donc mécaniquement pourrait diminuer un peu le diagnostic de prééclampsie, mais finalement ne changerait strictement rien sur la santé. Donc je trouve qu'à partir du moment où il y a un médicament qui n'a pas démontré sa preuve en termes de santé, il me semble, mais j'ai bien vu que c'était des sous-groupes où il y avait très peu de cas, il me semble qu'on pourrait dire il est recommandé de ne pas faire. Je suis désolé d'insister, mais comme je rebondis sur ce que dit Thomas. François, on est complètement d'accord. Si en particulier il y avait une thérapeutique où il était très avéré, qui avait des effets très néfastes, mais je suis d'accord avec toi que c'est une question, parce on n'a pas d'études à long terme bien faites. On aurait pu dire plutôt non. Pour l'aspirine, on ne dit pas qu'il n'y a aucun effet, mais potentiellement c'est pas forcément extrêmement néfaste. Et en plus, c'est une prescription. Il y a peu de données, parce que c'est difficile d'avoir des données dans ces sous-groupes particuliers, donc on a très peu de données. Et en plus, c'est une prescription qui est largement faite, qui est recommandée à l'international, dans ces situations-là, par plein de sociétés savantes, et qui est largement faite dans le pays. Et donc, par certains, et tu sais bien qu'on n'est pas les seuls à prescrire de l'aspirine au cours d'une grossesse, et qu'il y a d'autres cultures de d'autres spécialités où il y a une discussion, et des autres spécialités, en particulier néphro, etc., prescrivent beaucoup plus facilement internistes dans ce type de situation. Donc il nous semblait difficile de dire il ne faut pas, comme si c'était vraiment pas bien dangereux. Et c'est pour ça qu'on n'a pas dit qu'il fallait le faire. On a dit absence de recommandation, mais vous comprenez bien que pour nous, absence de recommandation, c'est il n'y a pas de données pour le faire. Mais on ne dit pas attention, c'est hyper dangereux, la balance bénéfice-risque est très en défaveur. Voilà, je ne sais pas si j'ai mieux explicité le raisonnement du groupe de travail. Philippe, une dernière question, parce il y a la pause dans 2 minutes, et il y a encore un topo de Tiffaine Barja de 15 minutes, donc je suis désolé, c'est la dernière. Pas de souci. Paul, merci beaucoup. Je ne sais pas si les gens réalisent la quantité de littérature que tu as dû te farcir depuis 1 an, c'est très impressionnant, et bravo. Et j'aime beaucoup l'idée que vous ayez, avec le groupe, pris une approche de prescription avec soin. Mais justement, à ce propos, tu as rappelé la recommandation précédente sur le retard de croissance intra-utérin, qui dit que c'est inférieur au 5e percentile. À titre personnel, ça ne me convient pas. Ce n'est pas une définition du retard de croissance d'origine,
pour moi vasculaire placentaire. Je sais bien que ça répond pas, c'était pas vraiment dans la question et que ça va au-delà de la prééclampsie, mais est-ce que tu pourrais quand même nous donner une approche un petit peu plus précise de cette question du retard de croissance intra-utérin? Parce que si on donne de l'aspirine à tous les 5e percentiles, eh bien, on n'est plus dans l'approche avec soin que vous préconisez. Ben oui, on s'est beaucoup posé la question dans le groupe de travail parce que dans les essais randomisés, quand on peut identifier un antécédent de pathologie vasculaire placentaire, là aussi le critère RCU est très très variable et on est tout à fait d'accord avec toi qu'on ne souhaitait pas que la recommandation puisse aboutir à une prescription très large de l'aspirine parce que par définition, rien que si on prend le critère 5e percentile avec une origine vasculaire supposée, ça pourrait être presque 5% des femmes enceintes qui nécessiteraient de l'aspirine. Mais ça va être, on le pense aussi au nouveau groupe de travail des RPC, de peut-être actualiser cette question-là sur le retard de croissance intra-utérin, parce que c'est la conclusion de ces RPC-là, mais par cohérence aussi avec les RPC, c'est ça qui a été écrit dans nos RPC de 2013 sur le retard de croissance. On va passer à la dernière présentation avant la pause. Donc Tiffaine Barja qui va nous parler du calcium et de la vitamine D. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer d'être rapide. Le café arrive. Donc, je vais continuer sur le champ de la prévention de la prééclampsie pour vous parler donc de la place de l'association aspirine et héparine et la place de la supplémentation calcique. Mes liens d'intérêt qui n'ont pas de lien avec cette présentation. Donc, la question 3.2.1, dans une population à risque, l'administration d'HBPM en plus de l'aspirine permet-elle de prévenir la morbidité maternelle ou périnatale en comparaison à l'administration seule d'aspirine, hors SAPL et hors thrombophilie? 3 essais randomisés contrôlés seulement répondent exactement à la question de la prévention de la survenue d'une prééclampsie par l'administration d'une association héparine plus aspirine en comparaison d'aspirine seule, ce qui excluait toutes les études sur l'héparine seule, dans une population à risque, pour nous, l'antécédent de dysfonction placentaire, ce qui exclut aussi les études sur les fausses couches à répétition, et dans une population sans thrombophilie, donc là encore, cela excluait un grand nombre d'études. Ces 3 études, ce sont les études de GRI, NOHPE en 2011, l'étude de Haddad et PEP en 2016, l'étude de Groom EPI en 2017. Ces 3 études étaient comparables sur l'intervention. Il s'agissait d'une association enoxaparine à 4000 unités par jour plus aspirine 100 mg par jour, en comparaison à de l'aspirine 100 mg par jour seule. Elles étaient également comparables sur le critère de jugement principal, puisque c'était à chaque fois un critère composite de dysfonction placentaire. Par contre, elles étaient différentes sur le design, puisque une étude était monocentrique, les 2 autres multicentriques, et elles étaient aussi différentes sur la population incluse, puisque l'étude de GRI a inclus des femmes aux antécédents de prééclampsie sévère, quel que soit le terme, l'étude de Haddad des femmes avec antécédents de prééclampsie sévère avant 34 semaines, et l'étude de Groom uniquement des femmes aux antécédents d'insuffisance utéroplacentaire. Concernant la survenue d'une prééclampsie, l'étude de GRI retrouve une réduction du risque de survenue d'une prééclampsie dans le groupe association héparine plus aspirine en comparaison avec le groupe aspirine seul. Les 2 autres essais ne retrouvent pas de réduction de ce risque. À noter que dans l'étude de GRI, 60% des femmes avaient des antécédents de prééclampsie au-delà de 34 semaines d'aménorrhée. Elles étaient donc beaucoup moins à risque que l'étude de Haddad. Et pourtant, la fréquence observée de prééclampsie dans le groupe aspirine seul était très proche de celle de Haddad, ce qui pose la question de la sélection de la population ou de la mesure de l'événement. Concernant les autres outcomes, les 3 essais ne retrouvaient pas de réduction du risque de morbidité maternelle, pas de réduction de la morbidité périnatale, du décès périnatal ou du petit poids pour la gestationnelle. Il existait à nouveau une discordance sur le risque d'accouchement prématuré avant 34 semaines d'aménorrhée. Là encore, l'étude de GRI se démarquait puisqu'elle retrouvait une réduction du risque de survenue d'un accouchement prématuré avant 34 semaines dans le groupe aspirine plus héparine en comparaison à l'aspirine seule. Les 2 autres études, les études multicentriques donc de EPEP et EPI, ne retrouvaient pas de réduction de ce risque. Là encore, la fréquence observée de l'événement dans le groupe aspirine seul dans l'étude de GRI, proche de 31%, pose la question de la sélection de la population ou de la mesure de l'événement.
Lorsque l'on prend toutes les études sur l'héparine et que cette fois-ci, on inclut même les études sur héparine seule, sur les fausses couches à répétition et dans des populations de thrombophilie, nous avons à notre disposition 2 méta-analyses. La méta-analyse de Roger en 2016 sur données individuelles qui ne retrouve pas de réduction du risque de survenue d'une prééclampsie dans le groupe héparine et ce résultat était identique dans la sous-population des femmes avec thrombophilie. Cette méta-analyse mettait en évidence une hétérogénéité entre les études monocentriques et multicentriques et les auteurs concluaient à un risque de surestimation de l'effet du traitement dans les études monocentriques jusqu'à 25%. La dernière méta-analyse est celle de Cruz-Lemini dans American Journal en 2020. 6 études ont été incluses et la méta-analyse retrouvait une réduction du risque de survenue d'une prééclampsie dans le groupe aspirine plus héparine. 68% des effectifs inclus correspondent aux 3 études dont je viens de vous parler et les 3 autres études associées concernaient une population avec thrombophilie. Au total, et à partir des 2 essais randomisés, contrôlés, multicentriques de très bonne qualité que je viens de vous détailler, le groupe d'experts a émis cette recommandation. Dans une population à risque, il est recommandé de ne pas administrer des HBPM en plus de l'aspirine en comparaison à l'aspirine seule pour réduire la morbidité maternelle ou périnatale. C'est une recommandation faible avec une qualité de preuve modérée. La question 3.3.1, en population générale, une supplémentation calcique permet-elle de prévenir la survenue d'une prééclampsie ? En population générale, aucune étude n'a évalué l'effet d'une supplémentation calcique pour réduire le risque de survenue d'une prééclampsie. Ces études ont concerné uniquement la population de femmes nullipares ou une population à risque. Donc en population générale, les données de la littérature sont insuffisantes en nombre et en qualité pour émettre une recommandation quant à l'intérêt d'une supplémentation calcique pour réduire la survenue d'une prééclampsie. C'est une absence de recommandation avec une qualité de preuve très basse. La question 3.3.2, chez les femmes nullipares, une supplémentation calcique permet-elle de prévenir la survenue d'une prééclampsie ? Nous avions à notre disposition une méta-analyse de Hofmeier dans la Cochrane en 2018. 8 essais randomisés contrôlés ont évalué l'effet d'une supplémentation calcique à haute dose supérieure à 1 g par jour dans une population de femmes nullipares pour réduire le risque de survenue d'une prééclampsie. Cette méta-analyse retrouvait une réduction du risque de survenue d'une prééclampsie dans le groupe supplémentation calcique. Parmi ces 8 études, 3 essais contrôlés randomisés avec une méthodologie très robuste et de larges effectifs représentent 93% de l'effectif total inclus dans cette méta-analyse. Ces 3 essais ne retrouvaient pas de diminution du risque de survenue d'une prééclampsie associée à la supplémentation calcique. Avec ces 3 études, s'y associaient 5 autres études dont la méthodologie posait plus questions avec des effectifs plus faibles, un risque de prééclampsie anormalement élevé supérieur à 10% dans le groupe placebo et des risques de biais importants. Ces 5 études, elles, retrouvaient un effet. Et donc les auteurs eux-mêmes concluaient à une possible surestimation de l'effet du traitement en raison de l'inclusion d'études à petits effectifs et de biais de publication. Donc au total, dans la population des femmes nullipares, il est recommandé de ne pas prescrire une supplémentation calcique systématique pour prévenir la survenue d'une prééclampsie. C'est une recommandation forte avec une qualité de preuve élevée. La question 3.3.3, dans une population à risque, une supplémentation calcique permet-elle de réduire la morbidité maternelle et ou périnatale ? 5 essais randomisés contrôlés ont évalué l'effet d'une supplémentation calcique en population à risque. L'inconvénient de ces études, c'est une qualité de méthodologique très faible, déjà par rapport à la définition de la population à risque, puisque ce sont des études qui datent d'avant 2001, et donc la population à risque était définie pour 2 études sur l'âge maternel, pour 3 études sur un test de retournement tensionnel, que personne ne connaît, le rollover test. Les effectifs étaient très faibles, l'incidence de la prééclampsie dans le groupe placebo était très élevée, jusqu'à une incidence parfois de 44-47% dans certaines études, avec une validité externe qui pose question. Donc dans une population à risque, les données de la littérature sont insuffisantes en nombre et en qualité pour émettre une recommandation quant à l'intérêt d'une supplémentation calcique au cours de la grossesse pour réduire la morbidité maternelle ou périnatale. Donc c'est une absence de recommandation avec une qualité de la preuve basse. La dernière diapo, c'est concernant les femmes qui présentent une alimentation pauvre en calcium, puisque 2 méta-analyses retrouvent une réduction du risque de survenue d'une prééclampsie dans la population justement qui présente une alimentation pauvre en calcium. L'inconvénient de ces études, c'est qu'il y a un problème de définition des apports calciques, puisque tout le temps, c'était basé sur une enquête alimentaire. On demandait aux femmes de se souvenir ce qu'elles avaient mangé dans les 24 à 72 heures précédant l'enquête. Il y avait une conversion ensuite de cette enquête en unités par jour, et toutes les études avaient des seuils variables de définition de ces apports pauvres en calcium. Et donc,
évidemment, ça pose question de l'extrapolation en routine de ce genre d'évaluation. Donc la supplémentation calcique pourrait réduire le risque de prééclampsie chez des femmes avec une alimentation pauvre en calcium, mais les données de la littérature sont trop limitées en qualité pour pouvoir recommander une supplémentation systématique en calcium. En France, 76,4% de la population présente des apports suffisants en calcium, et donc par conséquent, ce n'est pas une question qu'on se pose trop en France. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On a le temps pour 1 ou 2 questions avant la pause sur le calcium. Des questions? On reprend donc à... Il n'y a pas de questions? À 10h30 pour la suite des RPC. À tout à l'heure.